Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Oh oh oh! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 4e émission et surtout pour un épisode spécial Noël où nous allons tous retourner en enfance, n'est-ce pas Adeline? Et oui, bonjour à tous. Bonjour à toi, on a également avec nous Gabriel. Salut Gabriel. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Cinétique. On a une belle émission pour vous aujourd'hui. Eh ben, j'espère en tout cas. Je suis sûr que Geoffrey va bien y contribuer. Salut Geoffrey. Oui, je vais tenter, mais je trouve que l'ambiance est un petit peu glaciale aujourd'hui. Oh, joli jeu de mots. Et nous avons également avec nous Si c'est faux, qui a passé ses derniers jours dans l'Himalaya et qui nous a ramené un beau petit rhume. Tu vas le payer cher. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour les auditeurs, pour nos nouveaux éditeurs aussi, je rappelle donc le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des tests discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient nous faire un beau cadeau de Noël et participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également de plateformes de dons sur lesquelles vous pouvez donc nous faire des dons, occasionnels ou réguliers. Et pour cela, rendez-vous sur notre site Castopod. Mais passons directement au film du jour, Smallfoot. Le monde est un lieu rempli de mystères. Certaines merveilles de la nature attendent toujours d'être découvertes par ceux qui osent vraiment regarder. Des merveilles comme cette créature qui, à ce que l'on dit, n'existe que dans la légende. Un monstre mythique sorti tout droit de vos pires cauchemars, avec des yeux hagards, une figure abominable et des pieds incroyablement, extraordinairement petits. C'est une créature terrifiante, avec des dents minuscules parfaites, blanches, et une haleine qui empeste la fraîcheur mentholée. Et ses seuls poils, sur tout son corps, sont sur le sommet de sa tête. Arrête, Migo, tu les terrifies. Hé, n'ayez pas peur, c'est seulement une histoire. Tout le monde sait que les petits pieds, ça n'existe pas. Ou peut-être que si. Ah, c'est super. Super, vraiment. On les a traumatisés à vie. Il était une fois un Yéti sympathique appelé Migo. Il vit sa meilleure vie dans sa tribu, vivant sur une île au milieu des nuages. Son bonheur ne durera pas longtemps, cependant, puisqu'un beau jour il aperçoit un petit pied, autrement dit, un être humain. Sa découverte remet en cause les lois historiques et traditionnelles de la tribu. Migo est donc banni. Deux choix s'offrent alors à lui. Mentir consciemment sur ce qu'il a vu et retourner dans sa tribu, ou plonger dans le grand néant, sous la mer de nuages, afin de peut-être retrouver le petit pied et enfin prouver qu'il a raison. Donc Smallfoot est un film qui est sorti en 2018. C'est vrai que le nom français c'est Yeti Company, mais je crois qu'on est tous globalement d'accord ici pour dire que ça n'a pas forcément un super titre, donc on va plutôt l'appeler Smallfoot. Oui, oui. C'est étonnant d'ailleurs parce que si on prend l'exemple de The Hangover, qu'ils ont traduit avec un titre en anglais Very Bad Trip,
Ça faisait pas spécialement de sens, mis à part que peut-être les Français ont du mal à le prononcer ou à le comprendre. Mais là, Smallfoot, quand même, les gars, on parle de Bigfoot, Oui, justement. Il aurait fallu le garder, celui-là. Je comprends pas la traduction. c'est Oui, vrai. et le et compagnie, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on part d'un titre où Smallfoot, l'humain, hein, est au centre du titre. Pour le transformer en Yeti et compagnie, on détourne totalement l'objectif du titre original, d'après moi. Mais heureusement, nos amis québécois ont un peu rattrapé Ah, la faute parce que eux, ils ont nommé ça les abominables petits pieds, que je trouvais génial c'est pour le pas coup. mal. Mais voilà. C'est bien, Ah, au moins ça reste dans le sens du film. Donc Smallfoot est réalisé par Carey Kirkpatrick et Jason Reisig, et donc c'est un film d'animation produit par la Warner Animation Group et animé par la Sony Pictures. Voilà un petit peu pour présenter le film. Je pense qu'on reviendra sur les voix un petit peu après. En tout cas, on peut dire, je pense, que c'est un film au poil pour dégeler nos cœurs de pierre sceptiques, mais surtout pour parler esprit critique avec des enfants. N'est-ce pas si c'est faux? Toi qui l'as vu avec tes enfants, pour le coup. Non, mais c'est-à-dire que moi, quand je regarde un film avec mes enfants, je vois un quart des images et puis j'entends à peu près un tiers du texte. Voilà, donc je pense pas que ce soit ce qu'on puisse communément appeler regarder un film avec ses enfants. Et donc, comment tu trouvais ça? Et ben, ils ont kiffé. Alors mon fils, assez vite, parce que lui, ça fait 1 an maintenant que je l'initie à l'esprit critique. Assez vite, il me fait: «Oh non, c'est un truc de sceptique encore, putain, fait chier». Voilà, mais mot pour mot. Parce que voilà, il avait regardé avec moi un petit peu d'hygiène mentale, d'Astrono Geek, je sais pas, de Mister Sam et d'autres. Puis je lui ai fait lire quelques livres aussi. D'ailleurs là, on a eu les Zach et Zoé, l'instant pub. Mmh. Mais il a très, très vite accroché au film et ma fille aussi et on s'est éclatés. Enfin, sur le peu qu'on a vu et entendu. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'âge mental d'un gamin de 12 ans et j'ai accroché aussi. Non, mais c'est bien, on a tous, face à un film comme ça, on retourne tous un peu en enfance. Ça fait toujours plaisir de se remater un petit film un peu Carrément. sympathique. Après des films Mmh. un petit peu plus lourds, comme Opération Lune ou encore qu'Opération Lune était drôle. Mais comme L'Orphelinat, etc., revenir à des films d'animation comme ça fait du bien. Et toi, Adeline, qu'en as-tu pensé? Alors moi, normalement, je suis pas très friande des animations. Je regarde pas beaucoup et tout ça. Mais alors celui-ci, j'avoue que j'ai quand même beaucoup rigolé. Les dialogues sont super sympas. Et j'ai beaucoup aimé le côté cartoon qui est assez typique de la Warner. Et je trouve qu'il est assez différent justement des films de Pixar ou Disney qui sortent. Donc j'ai aimé ça. Ah Ah oui, ouais. sur le côté cartoon, il y a c'est vrai, c'est assez visible, mais comment dire? C'est pas l'humour qui est le plus répandu, je trouve, dans le film, mais il y a des vrais instants de cartoon, notamment quand Migo descend de la montagne. Ouais. Dans les nuages, ouais. Ouais, ouais, Quand il tombe sur le sol aussi. Tout ça, c'est c'est ça. Bibi et le coyote. Ah, Ouais, c'est j'ai pensé complètement exactement d'accord. à la Tous les Tex Bien Avery, sûr. hein. exactement. Il y a des références aux Animaniacs, du coup, qui sont quand même un cartoon important pour la Warner Company aussi. Et puis, c'est bien dosé parce qu'il y a des moments où je me suis dit, au début, moi, du film, comment ils vont faire pour tenir ça sur la longueur? J'imagine qu'il va y avoir des instants dramatiques. Et en fait, tu vois même pas les transitions entre les moments cartoonesques où il n'y a plus aucune loi physique et il se passe n'importe quoi, et les moments où c'est sérieux et où s'il se passe un truc, bah, ça va avoir des vraies répercussions. Euh, c'est- C'était nickel, quoi. Je crois qu'effectivement, cette scène là de la descente et du pont, elle est absolument, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'on peut parler de la chèvre aussi? Oh, cette chèvre. J'ai beaucoup aimé aussi ce film. On a zappé de passer mon tour pour dire mon avis. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et le côté, c'est vrai qu'il y a un côté différent, un côté un peu Tex Avery, mais il y a aussi, j'ai retrouvé un peu le côté Disney dans certaines des chansons, parce qu'il y a le côté un peu comédie musicale, à la Disney justement, où l'histoire va se développer à travers d'une chanson. Tous les grands classiques de comédie musicale animée. Est-ce que je peux parler d'une chanson que j'ai adorée là? Passer un peu du coq à l'âne. J'ai adoré la chanson qui s'appelle Let It Lie en anglais. Je l'ai regardé en VO le film. Je l'ai écouté en boucle toute Alors, l'après-midi.
J'ai pas vérifié, mais est-ce que c'est Common qui a écrit cette chanson, du C'est coup, le Common, il me semble, oui, ouais, oui, oui. En tout ouais. cas, c'est lui qui la chante et c'est le perso qui la chante aussi. Et sur YouTube Music, elle est présentée comme créée par Common. Ouais. Alors, c'est celle qui est chantée par Migo et Michi dans le film, c'est ça? C'est celle-ci? Non, Ou c'est le non, c'est le Stonekeeper. rap. Non, c'est un rap. Ouais, d'accord, C'est c'est le le rap. rap. Ah, il Ouais, est c'est cool le celui-là. rap du Stonekeeper. J'ai adoré les paroles, j'ai adoré l'image et tout. Ça m'a rappelé tout à fait cette chanson des hyènes et de Scar dans Le Roi Lion. C'est Mais vrai. pareil. C'est un peu le même, c'est un peu le même schéma. Non, j'avais pas tilté effectivement, mais c'est vrai qu'il y a alors, pour le coup, maintenant que tu le dis, ça fait presque pomper parce que c'est un peu le méchant qui présente pourquoi il est méchant, en fait. Mmh. Mais Avec les cœurs et tout. ça marche, hein, ouais et puis il y avait un flow qui, moi, par contre, m'a fait, apprécier vraiment le truc où tu te dis presque: «Ah ouais, en fait, il a peut-être raison, peut-être que c'est une bonne chose qu'il fait». Ouais, c'est génial, ce passage-là est vraiment fantastique. Et donc en français, c'est chanté par Oxmo Puccino pour le coup. C'est lui qui fait la voix du Stonekeeper. Et ouais, non, j'aime beaucoup aussi cette scène de musique. Il y a l'effet de révélation qui marche vraiment dans cette scène, c'est ça qui est assez ouf, quoi. Est-ce que tu as trouvé que c'était, parce que je sais pas si est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu regarder le film dans les 2 langues et voir si c'était bien traduit? Parce que ça doit être un sacré exercice là, quand même. Moi, je l'ai écouté une fois en anglais, mais je t'avoue que j'ai pas fait gaffe aux paroles. Donc tu l'as écouté principalement en français alors, le reste du temps? Ouais. D'accord, alors que moi je l'ai écouté qu'en anglais. Mais je l'ai pas trouvé en français sur Spotify, donc j'ai dû la chercher sur YouTube. Ah, OK. Mais j'ai pas fait gaffe aux paroles. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que je voulais faire l'exercice, mais j'ai pas eu le temps de le regarder une deuxième fois en français, notamment par rapport au titre. C'est là où ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, s'il y a déjà ce truc de traduction sur le titre, on le retrouve peut-être ailleurs. Et je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont traduit les paroles, les chansons, ou est-ce que vous avez les chansons chantées en anglais? C'est possible, ça arrive des fois, non? Ouais, mais là, ils ont traduit en français puisque c'est Amel Bent qui est crédité en France pour ok. le rôle de Michi. Et je crois que c'est Julien Doré dans le rôle de. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Ça me donne Non, envie de le voir. non, Julien Doré est dans le rôle du documentariste pour le coup. Ah, du documentariste, ok. Ouais, ouais. Mais il chante aussi. Il chante aussi. Ah, c'est pas la meilleure pour le coup. Ouais. Je n'avais pas la VF moi sous la main donc alors que ça me dérange pas du tout pour un film d'animation, bien au contraire. Mais j'ai trouvé que c'était très bon en VO de toute façon et surtout en le regardant, je me suis dit: «Ouais, il y a une vraie difficulté quand même à traduire parce que ça raconte beaucoup de choses, c'est un vrai enjeu et puis, faut être à la hauteur quoi». En anglais du coup, c'est Channing Tatum qui est quand même connu à la base pour être, justement lancé par des comédies musicales, donc c'est un chanteur et un danseur de profession et Zendaya, pareil, qui est une chanteuse professionnelle. Donc, il y avait quand même un sacré casting, tourné autour du chant, mais ça a l'air d'avoir été très bien respecté, sur un casting français. Bien joué. Ouais, totalement. Enfin, les musiques en français sont assez cool, hein. Moi, j'ai pas fait les traductions. Enfin, j'ai pas été voir si ça. J'ai vu les musiques anglaises, mais comme si j'ai pas été voir si c'était traduit littéralement, etc. Je pense que de toute façon, globalement, la plupart des idées y sont. Et le film se regarde très bien en VF. Moi, il y a certaines voix que j'aime peut-être un petit peu moins. Celle d'Oxmo Puccino, je suis moins fan, mais après, ça se comprend pour la musique, pour le coup. Et je trouve, moi, s'il y a un défaut que je reproche au film, alors, moi, on va dire, pour un jugement un peu plus global, allons-y. je trouve que le film est très, très bon. Au niveau du scénario, je trouve qu'il est bien écrit, et je pense que ceux qui ont participé au film, et notamment, ils se sont inspirés, ils sont basés sur, en fait, un travail d'un animateur qui s'appelle, si je retrouve bien son nom, Sergio Pablos, qui est notamment réalisateur, scénariste et producteur de Klaus. Klaus, qui est un film que j'adore pour le coup. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, qui parle de la légende du Père Noël, etc. Enfin, qui aborde sur le coup la légende du Père Noël, mais d'une manière, on va dire, sans magie, etc. C'est vraiment quelqu'un qui habite dans la forêt, etc. C'est un film réaliste, quoi, on va dire, dans un certain sens. C'est un film d'animation, hein, mais qui est bourré de magie, mais pas de magie, on va dire, à la Harry Potter, quoi, vraiment de magie plutôt poétique. Et c'est vraiment un super film. Et je retrouve en fait certaines choses dans Smallfoot par rapport à cette magie dans certaines musiques, etc. Sauf que là où moi j'ai vraiment un petit problème avec ce film-là, c'est sur le design des personnages que je déteste. Je les trouve vraiment moches tous. Pas parce que c'est des Yeti, mais juste le design, je les trouve horrible, quoi. Et je trouve que ça, c'est absolument caractéristique des films de Sony, pour le coup. Et je comprends pourquoi ça a été animé par Sony. Parce que Sony, ils ont fait quand même, ils ont fait des films qui sont des catastrophes. Enfin, que je trouve vraiment ignobles.
Genre Les Rebelles de la Forêt. Enfin, j'ai vu les 3, c'est vraiment... Enfin, j'aime pas du tout. Le monde secret des emojis. Tempête de boulettes géantes. Alors celui-là, je l'ai pas vu, mais bon, j'ai un très, très mauvais a priori sur celui-là. Moi, il m'a pas choqué, Tempête de boulettes géantes. Ouais. J'avais un a priori que j'ai révisé. D'accord, il faudrait peut-être que je le vois. Après, il faut se dire que Sony aussi, ils ont fait un très très grand film d'animation qui est Spider-Man New Generation, qui va devenir bientôt, je pense, un classique. Honnêtement, le monde secret des emojis, c'était pas si terrible, hein. C'est un film de geek pour les geeks, hein, avec toutes les Ouais, références c'est et tout, surtout que quoi. c'est une gigantesque publicité, quoi, quand même, ce film. Aussi, mais bon, votre âme d'enfant. Qui c'est qui me disait j'ai 12 ans dans ma tête là? Ouais, Quand tu veux, tu as 12 ans dans ta tête. Prise sur le fait. Ouais, c'est vrai. Mais je parle surtout en qualité d'animation, en fait, plus que... après le scénar, effectivement, je passe plus en qualité d'animation. En tout cas, pour Les Rebelles de la Forêt, dont j'ai vu les 3, franchement, je trouve ça horrible à regarder. Et après, ils ont fait un autre qui est plutôt pas trop mal, qui est, pour terminer, sur The Mitchell et versus The Machine, que là, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Oui. Mais on est plus dans de l'animation... d'auteur, presque. Celui-là, pour le coup, les enfants, ils ont vu presque tout et tout entendu parce qu'ils étaient pris. C'était à fond, là. Waouh. Je comprends. Et est-ce que c'est pas aussi Sony qui fait... Non, c'est DreamWorks qui a fait le Lorax, parce que je trouve que le character design est très proche des personnages du Lorax. Je n'ai pas vu de lien avec le Lorax, personnellement. Enfin, j'ai pas cherché plus que ça, je t'avoue. Donc, j'ai pas vu. Non, mais les persos un peu bizarres, comme ça, tu disais que le Yeti est tout moche. Maintenant que je pense aux personnages dans le Lorax, c'est vrai que ça... Le Lorax, c'est des animateurs français, je crois. C'est ceux qu'on fait Moi Moche et Méchant. C'est pas les mêmes. Mais Sergio Pablos a participé à Moi Moche et Méchant, puisque maintenant il travaille pour plusieurs sociétés. Il a créé sa Ah boîte oui, de oui. prod et il a fait Moi Moche et Méchant. D'ailleurs, Vivien, est-ce que tu as vu les premiers designs des Yeti de Sergio Pablos? Non, j'ai pas vu, non. Eh ben, ils vont pas te plaire. Encore moins que... Ils sont un peu plus singes. D'accord. Bah, peut-être qu'au contraire, il me plairait peut-être plus. Je sais pas. Mais c'est vrai que là, le truc... je sais pas, je trouve les designs des personnages extrêmement simplistes, surtout au niveau des visages. Je vois qu'il y a un gros travail sur le poil, mais sur le visage, je trouve ça assez figé. Enfin, bon. Ça aussi, je l'ai identifié, Vivien, mais moi, la raison que j'ai donnée, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas donné. Donc, moi, honnêtement, ça me fait un petit peu bizarre qu'il n'ait pas donné. Et c'est peut-être... c'est vrai que leur tête est vraiment bizarre, j'ai trouvé la même chose. Mais je m'étais dit, c'est justement un petit peu ce côté emoji, où il y a pas donné, en fait. Et je voulais faire le parallèle. Est-ce que vous avez vu les petits clins d'œil jeux vidéo? Il y a des petits clins d'œil, puis il y en a des très gros. Il y a beaucoup d'easter eggs, je me souviens pas de tout. Et tu penses à quoi? J'ai vu Pac-Man. Il y a Pac-Man, Pac-Man, oui, bien sûr, tout à ouais. fait. Adeline, dans la ville. Pac-Man, c'est évident. Oui. Celui-là, il est évident. Ensuite, il y en a un petit peu moins évident. Dans l'accident d'avion, on dirait presque une chanson de Mario 64. Hein. On dirait presque. C'est vraiment pas loin d'une musique de Super Mario 64. Non, mais précisément à ce moment-là, j'ai mis que la musique était vraiment naze. Parce que je la trouvais pas du tout adaptée à la scène pour le coup. Elle est pas adaptée, c'est vrai qu'elle est pas adaptée. Donc voilà, je m'étais dit, c'est les nez, moi, qui me choquent dans le design. S'ils avaient un nez, peut-être je serais moins choqué. C'est leurs bouches. Leurs bouches sont bizarres. Les textures des bouches sont bizarres. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Là, je suis en train de penser à ça. Ils ressemblent quand même pas mal à ceux de Monstres et compagnie. Est-ce que c'est pas pour vendre plus de peluches? Tout simplement. Est-ce que les peluches sans nez sont plus faciles à faire que les peluches avec des nez? Fact-checking. Non, mais c'est mignon pour les enfants, quoi. Théorie du complot. Non, mais quand ils font des films pour les enfants, c'est sûr qu'ils pensent forcément au merchandising qu'ils vont vendre derrière. Donc, est-ce que le design n'a pas été influencé pour plaire d'une certaine manière aux plus petits aussi Peut-être. Ouais, tout est décidé dans l'ombre, on manipule. Vous voyez le mal partout, bande de complotistes. Ah bah c'est le film qui le dit. Concentrons-nous sur Ah, le nous. film. Alors que moi, ma théorie est beaucoup plus simple. Je mets ça juste sur l'incompétence. Moi, je les trouve mignons, les Yeti. Ah, il y a quand même un petit truc, mais c'est vrai qu'au niveau de la tête, j'ai un peu tiqué aussi. Mais ça les rend idiots. Hein, ils ont un côté un peu idiot qui est très, très accentué quand même. Ouais, puis je sais pas, ils sont très très divers. Je sais pas aussi, fait qu'il y a un énorme Yeti violet, un tout petit chétif, etc. Je sais pas.
Ouais, il y a vraiment un truc dans le caractère. En fait, vraiment, c'est au niveau des personnages, parce qu'au niveau des décors, j'ai pas de soucis. Au niveau des animations, soit, il y a pas de soucis non plus, mais c'est vraiment au niveau du caractère design que ça m'a. Que vraiment, c'était. En fait, c'est vraiment le truc, toi. Quand je regarde l'affiche, déjà, l'affiche qui est absolument horriblement moche. Hein. Quand j'avais vu l'affiche, je me suis dit encore un de ces films-là. Sur coup, c'est pour ça que je parlais des films de Sony, c'est-à-dire des films qui m'attirent absolument pas, quoi, au premier abord. L'affiche, elle est vraiment horrible, quoi. Enfin, elle donne vraiment pas envie. Enfin, personnellement, elle me donne vraiment pas envie d'aller voir le film. Et encore, je ne sais pas si tu as vu la version japonaise de l'affiche. Ah non, mais ça donne envie, ça, non? Alors en fait, c'est exactement la même, sauf que apparemment au Japon, c'est important de faire savoir qu'un film est une comédie musicale. Du coup, on a rajouté des notes partout. Voilà, il y a des notes qui flottent dans l'air. Et le small foot, eh ben, il y a le pied dans un O, et dans l'autre O, il y a encore une note de musique pour bien te faire comprendre que c'est une comédie musicale. Voilà, tu peux pas le louper, hein, ça c'est sûr. Et c'est horrible, voilà, évidemment. Les bébés, par contre, ils sont choupis. Ça égale pas la mignonitude de Baby Yoda, mais ils sont pas loin quand même, les bébés Yeti, là. Bon, en même temps, c'est des bébés, hein, c'est fait pour. Si c'était pas transition, c'est vraiment qu'ils seraient loupés, les gars. Et je pense qu'ils ont adouci aussi les traits des Yetis pour pas qu'ils fassent peur, parce que les enfants, ça fait partie un peu des contes qu'on leur dit, c'est un peu comme le loup. Le loup, ça fait peur. Et les Yetis, peut-être qu'ils ont adouci un peu tous ces traits avec des couleurs extrêmement flashy pour... Tu parlais de Monstres et compagnie, et c'est vrai que je sais plus comment il s'appelle le personnage de Monstres et compagnie, donc le monstre. Enfin, Sully. Sully, c'est le petit, non? Non, c'est gros, je sais plus. Je sais. Donc le gros poilu dans Monstres et compagnie, mais qui lui, sur quoi, a un design qui me plaît beaucoup plus. Ben voilà, je sais pas. Voilà. Sully, je pense aussi. Par contre, Monstres et compagnie, il y a toujours un peu une innovation dans les films d'animation comme ça en 3D. Quand ils sortent un film, ils vont toujours un petit peu plus loin. L'année de sortie de Monstres et compagnie, là où ils avaient vraiment innové, c'était sur le calcul des poils. Si on regarde vraiment la fourrure de Sully, tout est vraiment dans le mouvement. Il y avait toute la dynamique des poils sur laquelle ils avaient vraiment mis tout l'accent. Une grosse partie du budget, je pense, s'est passé là-dedans. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est vrai que le traitement des poils là dans Smallfoot est quand même beaucoup moins bonne. Mais c'est peut-être aussi lié à un budget. Enfin, certains effets sont chers, il faut le savoir. Mais je tique sur un truc. Sully, dans Monstre ici, c'est bien le Yeti. Le truc qui ressemble au Yeti. Il me semble que oui, je vais quand même vérifier. Ouais, c'est le personnage principal. Hein, Et là, dans Bigfoot, il y a un Yeti qui s'appelle Sully. C'est un clin d'œil. Il y en a un qui s'appelle. s'appelle Non, il n'y a pas de... Comment ça, non? Et ben, c'est Migo, le perso. Voilà. Mais il y en a un qui s'appelle Sully, non, dans Bigfoot? Ah non, Pas. non, il y en a pas, non. Ah merde! Par contre, côté prénom des deux Yetis principaux, justement, il faut savoir que Michi et Migo sont deux mots Ah, en c'est fait. Michi. Ouais, Michi et Migo, c'est ça. Migo, c'est le personnage principal. Michi, c'est la chef du gardien des pierres. Et leurs noms sont en fait directement des mots issus du tibétain dans divers dialectes pour dire Yeti. Donc, c'est pas du tout un hasard. Ah. Ah ouais. Ah, c'était l'anecdote qui tue ça. Donc, le monstre de Monstres et compagnie, le héros s'appelle James P. Sullivan, qu'on appelle donc Sully. Et alors, qu'est-ce que vous, si on peut avancer sur cinéma et scepticisme, qu'est-ce que vous avez pensé plutôt de l'histoire, sur coup, autour de cette, sans trop dévoiler, parce qu'on est toujours dans la partie sans spoil, mais qu'est-ce que vous avez vraiment trouvé un intérêt à cette histoire? Est-ce que vous avez trouvé qu'elle était plutôt bien faite, bien écrite, etc. Par exemple, Gabriel, pour commencer. Moi, j'ai trouvé l'histoire super bien menée. En fait, j'ai toujours tendance à essayer d'anticiper ce qui va se passer quand je regarde un film. Et finalement, ils m'ont surpris. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est difficile de savoir si je dois le dire dans le non-spoil ou le spoil. Je couperai au montage si je me suis planté. Mais j'ai bien aimé l'inversion scepticisme-croyance. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé qu'on pouvait très bien intervertir les deux dans ce film-là, à la fois la position du tenant, du croyant, et à la fois la position du sceptique. Et c'est en ça que ce film est très fort. C'est-à-dire que pour moi, il explique très bien qu'on peut passer de l'un à l'autre, en fait, même moi, il m'a fait passer de l'un à l'autre, comme on le disait dans la chanson du méchant. Il m'a convaincu, le méchant, parce que
Finalement, ce film est pas très manichéen non plus, hein. C'est pas comme Ouais. s'il y avait les méchants et les gentils. Toutes ces limites-là s'entrecroisent et c'est là où je trouve que c'est un exercice, de scepticisme très bien réalisé, pour moi. Oui, là-dessus, on dépasse un peu les Disney de base où il y a toujours un méchant et un gentil globalement. Ça, c'est un truc qui est vraiment à mettre à l'honneur du film, qu'il n'y ait pas de manichéisme, ou en tout cas que, entre guillemets, les méchants soient vraiment relégués, entre guillemets, au hors-champ. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. C'est une idée plutôt qu'une personne en particulier. Ouais, du coup, il y a le dogme du village des Yétis qui repose sur une croyance. En fait, ils ont ce mythe comme quoi, en fait, l'être humain, c'est vraiment une inversion des croyances, c'est-à-dire que c'est un monstre pour eux, quoi. Ils mangent les enfants, on le voit dans le teaser, et tout repose dans leur dogme et dans leur croyance sur cette première pierre, du coup, qui est présentée, selon laquelle les humains n'existeraient pas. Voilà. Donc on devine que forcément déjà ça amène quelque chose dans l'histoire. Et pour moi du coup, ça veut dire dès le départ que le Smallfoot, le petit pied, c'est une allégorie en fait de la xénophobie, de tout ce qui est censé faire peur parce que c'est différent. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? De toute façon, si c'est mauvais, autant ne pas y croire, hein, voilà, autant le rejeter et décider que ça n'existe pas dès le départ. Ce que tu disais Gabriel tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sceptiques qui deviennent les croyants, etc. On le ressent vachement. J'ai trouvé, moi, qu'il y avait les chercheurs de vérité, en fait. C'est un peu la bande des quatre loufoques copains là-dedans. Et en fait, ils sont à la fois un peu les scientifiques et les conspirationnistes dans l'histoire parce qu'ils ont une méthode, ils ont des vraies preuves. Mais ils sont tellement dans le I want to believe et tellement on peut présenter comme les zinzins du village qu'ils tiennent les deux positions et ils sont rejetés par les autres parce que ce qu'ils croient paraît complètement subversif et qu'on va pas croire les loufoques du village, quoi. Voilà. Et c'est le syndrome de Galilée, en fait. Exactement. Enfin, on est précisément plutôt à l'époque de Galilée, où c'est-à-dire que la connaissance est détenue par une petite partie de la population. Donc là, c'est représenté par le Stonekeeper. Et en fait, eux sont là pour justement essayer de remettre un petit peu à mal les traditions, le système, etc. Et effectivement, et je trouve que j'abonde dans votre sens à tous les deux, dans le sens où le film, je trouve, met vraiment le doigt sur sur vraiment les points communs qui lient les complotistes et les sceptiques, en fait. Et je trouve ça super intéressant là-dedans, c'est-à-dire quelle est la différence entre un sceptique, et donc qui a plutôt une méthode, et un complotiste qui, lui, va pas avoir de méthode. Donc là, on a plutôt une représentation qui est proche du complotisme parce que c'est des personnages qui sont exclus, qui sont entre guillemets un peu dans leur délire, qui sont présentés comme marginaux, qui sont présentés un peu comme fous, effectivement. Mais par contre, ils ont un côté plus sceptique dans le sens où, ouais, effectivement, comme tu le disais, ils ont une méthode, ils ont des preuves qui valent ce qu'ils valent, et ils ont une vraie démarche expérimentale, scientifique, etc., pour essayer de prouver leur dire. Et c'est intéressant, ça montre aussi qu'une des différences, ça peut être aussi justement dans l'hypothèse de base qu'on pose et ensuite qu'on vérifie par l'expérience. Je trouve ça vraiment intéressant dans ce film-là. Et je sais pas si c'est faux, toi, par rapport à ce point de vue-là. Non, moi j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai entendu un youtubeur dans une critique à chaud dire que il y a pas de finesse, mais il y a de l'esprit. Voilà. Je trouve que ça résume assez bien. Je voudrais juste rebondir, sur ce qu'a dit Lazare tout à l'heure. Tu disais que le gardien des pierres t'a presque convaincu. Moi, j'ai adoré, ce passage-là, déjà parce que la chanson, elle est beaucoup trop géniale, parce que ça m'a rappelé un petit peu cette chanson-là, tu disais, avec Scar dans Le Roi Lion. Et puis surtout, est-ce que vous connaissez l'effet Magnéto? Oui. Non. Moi, je connais Magneto dans X-Men. Ouais, moi je pensais à ça aussi. Bah, c'est lui, c'est bien Magnéto, des X-Men, donc de la franchise, Marvel. L'effet Magnéto, en fait, c'est cette habitude très mauvaise, de toujours prendre les activistes pour des grands méchants. Surtout les gens, dès qu'ils ont des méthodes, dès qu'ils font des choses qu'on trouve, entre Ouais, mais guillemets, extrémistes. Et pour moi, à ce moment-là, je vois un effet Magnéto, quoi. Vraiment, je vois ce porteur de pierre avec son lourd secret, le poids qu'il a, tout seul, sur les épaules avec, voilà, ce secret à porter et puis, bah,
J'imagine que de temps en temps, peut-être qu'il se remet un petit peu en question ou pas. J'en sais rien. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête à ce bonhomme-là, donc voilà. Rien que pour ce moment-là qui était magique, j'ai j'ai kiffé le film. Après, il y a des messages, je trouve très forts, hein, bon, déjà méfiez-vous des fake news, vérifiez vos informations et cetera. Puis surtout le message derrière, moi, il y a un moment qui m'a marqué dans le film, c'est, quand, les gens de l'alternosphère, ceux qui ne croient pas, les dogmes des yétis, ils sont présentés vraiment comme des gens pas fréquentables, quoi. Et je me rappelle, ça m'avait énervée, quoi. Je m'étais dit: «Ah non, vous allez pas nous faire ça!» Ça m'avait gonflé. Mais très, très, très rapidement, tout de suite, on voit que, bah, non, en fait, c'est des gens normaux, ils parlent normalement, ils font des recherches, on le voit et voilà, ça m'avait fait plaisir et avec ce message, vraiment, qui est, bah, ayez l'esprit un petit peu ouvert parce que, bah, on sait jamais finalement ce qui peut se passer ou pas, hein. Toutes les choses ne sont vraies que jusqu'à preuve du contraire et écouter les autres, quoi. Je crois qu'on est globalement tous à peu près d'accord pour dire que c'est un bon film à montrer à des enfants pour éveiller un peu leur esprit, entre guillemets, à l'esprit critique, au scepticisme, et cetera, à apprendre un petit peu à, voilà, à chercher, des méthodes pour essayer de discerner, on va dire, le vrai du faux, entre guillemets, quoi. Et donc surtout, j'imagine qu'ici vous conseillez tous ce film. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à dire, avant qu'on passe à la partie spoil? Moi, alors évidemment, je conseille ce film parce que il est pas cucu, comme tu disais. Et, pour les enfants, c'est génial parce que pour une fois, il y a un scénario, quoi. Ouais. Un vrai scénario qui fait réfléchir. On parle de doute, etc. Je trouve aussi la place des femmes dans le film, elle est intéressante. C'est vrai, je suis d'accord. Et les chansons restent dans la tête et les chansons sont plutôt bien travaillées, même au niveau des paroles, ça fait avancer l'histoire, ça dit quelque chose. C'est pas juste redondant par rapport à ce qui vient d'être dit, ça dit des choses en plus, etc. Donc c'est bien fait. Oui, puis on a beaucoup parlé du rap, donc du Stonekeeper, du Gardien des Pierres. On n'a pas parlé de la musique de Michi, donc sur coup, qui est vraiment une ode à la science, en fait, qui est vraiment intéressante comme musique par rapport à ça. Donc déjà, en plus, comme tu disais, sur la représentation féminine, le fait que ce soit elle qui défende une approche sceptique féminine, alors que généralement, globalement, dans la société, on a plutôt tendance à rapprocher la science des hommes et la croyance des femmes. Hein, c'est gros stéréotypes qui sont encore beaucoup partagés. Bon, même s'il y a 2-3 trucs au niveau représentation dans le film, aussi, bon, toujours à questionner, mais déjà là-dessus, je le trouve vachement intéressant par rapport à ça. Et donc, sur le coup aussi, pour le coup, je C'est conseille. la leader du groupe. Oui, c'est elle lead effectivement, ouais, elle mène ce groupe qui s'interroge effectivement. Donc, elle est leader, elle est défenseuse, on va dire entre guillemets, de la science, de la découverte, de la curiosité. Je pense que c'est un des rares films quand même qui met la curiosité comme étant une valeur suprême. Faut se poser des questions, etc. Alors c'est pas toujours le cas, surtout en plus comme on en reparle, surtout pour les représentations féminines en tout cas, qu'il y a dans certains films. Après, bon voilà, le mammouth rose, bon voilà, il y a 2-3 trucs à côté qui sont quand même assez gnangnans. En particulier le mammouth rose. Moi, je l'aime bien, il est mignon. Moi, c'est ce que j'appelle là, ce côté avec la chanson du coup de Michi, hein, c'est ça? C'est qu'en fait, c'est l'effet Belle et la Bête. Du coup, c'est peut-être la seule héroïne belle dans La Belle et la Bête, dans tout Disney, en tout cas jusqu'à notre époque, qui en fait lise, soit cultivée, qui vraiment en fait est une personnalité originale et un rôle actif, qui a pas forcément de préjugés et d'a priori sur la bête. Voilà, c'est déjà beaucoup plus moderne, donc là il y a une volonté effectivement de faire évoluer, alors que La Belle et la Bête, ça se base sur des contes déjà qui en plus sont bien antérieurs à cette époque-là, et où on donne quand même en fait une certaine force au personnage. Et Michi me fait un peu penser à Belle là-dedans. Et les problèmes qu'ils ont choisi d'aborder, ils sont aussi très actuels. Ils l'ont dit en interview, hein, les réalisateurs, Kirkpatrick en particulier. Ben, en fait, quand ils ont écrit le film, on était en plein Brexit, c'était l'élection de Trump aux États-Unis pour eux. Forcément, les thématiques, elles sont d'actualité. Donc, le film parle de post-vérité, de vérité, de curiosité surtout, parce que c'est souvent comme ça que c'est transformé pour les enfants, quoi. C'est la curiosité comme moteur, voilà. Mmh. D'ailleurs, la Michi. chanson de la Yeti, je retiens pas son prénom. Michi.
Voilà, Michi. Chanté par Zendaya. Et Amel Bent. Enfin, pas en même temps. Non, mais ça, on oublie, on oublie, s'il vous plaît, les Mais tu vois, chanteurs enfin, il y, a- français. il y a il y a un petit côté il y a un petit côté quand même dans la partie filmée, il y a un petit côté viser la lune quand même, on est d'accord. Ah bah, du coup, je pourrais pas te dire parce que moi, j'ai pas entendu Amel Bent, hein. Moi non plus. Oui, mais il y a toute une scène dans l'espace sur coup. Quoi, c'est pour ça que j'ai dit de viser la lune, mais bon, voilà. Ma blague est complètement tombée à l'eau. Il y a que Geoffrey qui a esquissé un rictus. Bon, voilà, j'ai fait un flop. C'est pas grave, je vais enchaîner. J'ai retrouvé mes notes. Donc, j'avais écrit chanson, l'inconnu est beau, curiosité et vérité mise en valeur. Apprends sans peur, autre monde, vie de merveille. Donc, ouais, elle a cette chanson-là. Ah, qu'est-ce que ça. Mais c'est une bouffée d'air frais. Ça m'a rappelé les années où la science, c'était bien. Où on allait à la cour de récré. Eh, t'as regardé C'est pas sorcier cette semaine Et puis voilà. Et parce que maintenant, les jeunes, ils s'intéressent, j'ai l'impression, beaucoup moins à la science. Et là, on a une nana qui nous fait une ode à la curiosité, une ode à l'apprentissage, au merveilleux, au fait que voilà, la réalité, c'est beau. Et ça, c'est un truc, tu vois, on dit souvent, oui, vous les sceptiques, vous êtes froids, vous croyez plus en rien. Mais non, c'est pas vrai. On croit en plein de trucs. Moi, je crois en Nessie, ok, d'accord. Non, mais voilà, il y a une partie de moi qui veut pas lâcher. Et puis là, il y a de Donc quoi croire au Yeti, quoi. donc voilà, donc elle m'a fait très plaisir cette Ça donne chanson. envie. Moi, je me suis remis à croire au Yeti. Hein. Mais avec ou Enfin, sans nez? c'est ça. Je suis remis à croire au Yeti juste pour espérer que le Yeti est un petit peu plus beau que ça, quand même. Parce que rien que pour lui. Oui, et donc, toi, Gabriel, qu'as-tu pensé Enfin, voilà, conseillerais-tu ce film pour les auditeurs? Alors, clairement, je le conseille. Moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. L'humour est vraiment très bien placé et ça a marché avec moi. Le côté musique, je ne serais pas aussi convaincu que vous. Il y a certaines musiques, honnêtement, j'ai décroché, mais pas par rapport aux paroles. C'est vraiment la musique qui m'a pas emporté. Mais par contre, si je me mets avec la vision d'un enfant, je pense que ça colle très bien. De toute façon, il y a tous les codes d'un bon dessin animé. Je vous le conseille vivement. D'accord. Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie spoil. Donc, vous avez compris, chers auditeurs, sur coup, qu'on vous conseille grandement le film, sur coup à voir en famille dans une période de Noël avec un feu de cheminée, si vous avez une cheminée. Voilà, faites-vous une bonne soirée film avec Yeti et compagnie pour commencer à discuter un peu, peut-être avec vos enfants, des méthodes, de l'esprit critique, etc. Et avant de passer à la partie avec spoil, je voulais juste remercier la personne sur le groupe Zététique Facebook qui m'a conseillé ce film-là, à l'a rajouté à la Scepticothèque. Et c'est grâce à cette personne-là, dont je n'ai malheureusement pas le nom là, que j'ai découvert Yeti et compagnie il y a quelques temps, et que pour le coup on en discute là aujourd'hui ensemble. Donc encore une fois, merci à cette personne de nous avoir fait découvrir ce film-là. Et maintenant, on passe à la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, ça c'est la phrase qui veut dire que maintenant vous êtes en partie spoil. Donc on estime que soit vous avez vu le film, soit vous en avez rien à faire de vous faire spoiler. Donc maintenant on va aller un peu plus loin dans le film et pousser un petit peu plus l'analyse, tout en abordant la fin qui est quand même assez intéressante. Et c'est drôle parce que j'étais en train de me faire une réflexion en plus en même temps là, c'est-à-dire que les films finalement sceptiques, les films dont on parle, ont toujours en fait une fin sur laquelle il faut pas qu'on spoil. C'est pour ça que en fait c'est assez intéressant. Mais mon cerveau vient d'exploser. Mais non, mais en même temps, vu qu'on parle du doute, du scepticisme, etc., c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à chercher. Et s'il y a quelque chose à chercher, c'est que généralement, il y a quelque chose à trouver. Et donc, globalement, à la fin du film, donc que ce soit l'orphelinat dont on a parlé, Opération Lune, ou même The Man from Earth, ils ont tous des fins avec des rebondissements. Des rebondissements et des retournements de situation à la fin, quoi. Et là, effectivement, c'est aussi le cas pour Yeti et compagnie, où, allez, vas-y, je spoil, vas-y, je me lance, où en fait on découvre que les Yeti ont toujours, en tout cas que les Yeti ont connu les humains quand ils étaient, il y a assez longtemps, que les humains les ont chassés on va dire de la Terre, entre guillemets, et qui se sont réfugiés tout en haut d'une montagne, là où ils savaient que les humains ne pourraient pas survivre.
Et donc, c'est dans cette fameuse musique du Stonekeeper qu'on apprend ça. Et qu'en plus, toute la société des Yétis, dont ils ont l'air de bien être actifs, on comprend que cette activité a en fait pour un seul but, c'est-à-dire de créer les nuages autour de la montagne afin que les humains ne montent pas cette montagne-là et que les Yétis n'aient pas l'idée de descendre. Donc l'idée de la séparation et de la xénophobie que tu as parlé tout à l'heure, Geoffrey. C'était tellement bien fait leur truc là sur la machine que jusqu'à ce qu'ils en parlent, j'avais absolument pas réalisé qu'ils avaient des tâches qui ne servent à rien. La même aussi. Ouais. Pareil. Je me rappelle plus du tout la première fois que j'ai vu si j'avais élucidé le truc ou pas. Je ne crois pas. Mais c'est assez intéressant comme principe, c'est-à-dire que pour le coup, il y a vraiment quelque chose à aller chercher, quoi. Il y avait vraiment une enquête à mener. Et donc là, sur le coup, vu que maintenant qu'on a dit tout ça, je trouve que moi, il y a une réflexion dans le film qui me semble extrêmement importante. C'est la question de la relation entre le pouvoir et le savoir. Et je trouve que ça, c'est vraiment la question que le film creuse énormément. C'est-à-dire qu'à quel point le savoir, finalement, est politique. Attention, j'ai lancé un mot interdit. Mais voilà, à quel point le savoir est politique. Et que quand on détient le savoir, finalement, on détient un pouvoir sur toutes les autres personnes qui ne l'ont pas. Et là, c'est exactement le cas du Stonekeeper, qui n'a pas envie de partager son pouvoir. À un moment, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Il voit bien qu'il n'a pas le choix. Et pour le coup, on comprend mieux, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans quelle pensée il est et de pourquoi, en fait, il continue à défendre les pierres alors qu'il sait pertinemment que les pierres, elles disent des mensonges, quoi. C'est exactement pas la vérité, quoi. Il fait ça pour défendre son peuple. C'est vraiment le centre du film et de la critique. Moi, je pense que la façon dont chaque fois qu'a priori, on te dit qu'il y a une génération entière de gardiens des pierres qui ont décidé de cacher la vérité au moment où ils l'ont apprise de leurs prédécesseurs, de rajouter leurs pierres pour entretenir le mythe, pour entretenir le dogme, en se disant c'est trop dangereux de révéler cette vérité. Si on le fait, ça va être soit la panique, soit les gens en fait vont s'exposer aux êtres humains, ils seront en danger. Du coup, tout ça sur la croyance a priori fondée, en tout cas partiellement, que l'humain est mauvais. En fait, ça fait vraiment écho à des trucs très réalistes parce que on va parler de, par exemple, on pense de suite à la gestion de la crise du Covid-19 ou l'usine de Lubrizol ou des choses comme ça, où on a eu des mensonges éhontés de la part de politiques, des choses qui ont été pas transparentes du tout à minima. Tout ça dans l'idée que ne pas connaître une certaine vérité va permettre d'empêcher la population de paniquer. Alors que l'ensemble des sciences sociales depuis 50 ans nous disent plutôt l'inverse en fait. Ouais, et puis tu parlais de protection. Sa fille, à un moment, lui dit: J'ai pas besoin que tu me protèges, j'ai besoin que tu m'écoutes. Et cette phrase-là, elle m'a frappée. Elle est très, très vraie. Et je pense qu'elle illustre très bien à elle seule un des messages du film qui est arrêter d'infantiliser un petit peu les gens, de les prendre pour des cons et écoutez-les, écoutez ce que les autres ont à dire. J'ai pas besoin que tu me protèges, j'ai besoin que tu m'écoutes. C'est pas dit dans le film très clairement, j'ai l'impression. C'est peut-être mon interprétation, mais qui dit pouvoir dit responsabilité aussi. Et donc voilà, le gardien de pierre, il a cette responsabilité-là. Qu'est-ce qui va être le mieux pour les protéger? Leur mentir? Leur dire la vérité? C'est compliqué comme question, hein. Vous, je sais pas ce que vous feriez à sa place. Moi, en tout cas, je sais que je serais très embêtée, hein. Moi, je sais pas, j'ai jamais adhéré en fait à son discours. Je ne comprends pas en fait son discours. Pour moi, justement, avoir connaissance du danger, sur coup, ça permettrait peut-être d'avoir une population qui sache à quoi s'attendre. Et pour moi, justement, maintenir une population dans la peur, à mon avis, c'est vraiment, c'est un avis pour le coup, c'est vraiment purement pas sain du tout. Et c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi. Enfin, on a quand même des croyances assez à la con, c'est-à-dire que faut quand même taper dans un gong pour que le soleil se lève. Ils ont absolument peur de tout. Ils sont absolument craintifs de tout. Ils sont pétris par la peur. Et je trouve qu'il y a aussi il y a plusieurs phrases du gardien des pierres qu'on pourrait presque mettre nous dans notre générique, peut-être à penser pour la saison 2. Mais moi j'adore, c'est celle où il dit ce qui est plus fort que la peur, c'est la curiosité.
Ça, je la trouve, elle est super belle, celle-là. Oui, elle est énorme et juste après, il dit, «Le pouvoir, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en ferais?» Ah oui. Oui. Et en fait, c'est là où ce film, tout à l'heure, tu disais, qu'un youtubeur avait dit qu'il manquait de subtilité. Moi, je trouve que ce film ne manque vraiment pas du tout de subtilité, bien au contraire, parce que justement, toute l'histoire est basée sur une subtilité entre la croyance et le scepticisme et une subtilité entre le mensonge et la vérité. Finalement, si je me remets à la place d'un enfant, je me dis que quelque part, ce film peut m'aider à comprendre un jour si un de mes parents me ment, dans le sens de en vouloir me protéger, mais on me donne un mensonge et peut-être que plus tard je comprendrai que la question est quand même complexe. Heu, on, Non, mais regardez-le là, il établit sa domination. C'est-à-dire? Ça y est, c'est fini? Non, je déconne. Tu te rappelles pas dans le film, à un moment, il y en a un qui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Il fait un truc bizarre. Ah oui, Il j'ai fait: noté cette phrase. «J'établis ma domination». Mais non, non, tu établis pas ta domination, c'est pour ça. Et c'est ça, c'est instituer des croyances, volontairement pour établir une domination et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a un Mmh. parallèle aussi, ouais. Bah, alors, on parlait des références tout à l'heure, par exemple à Pac-Man. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, hein, mais tu rentres dans ma grotte et tu t'essuies même pas les pattes. Heu, ou je sais pas. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Nabila, hein. Hein? Ouh là, alors non, très, très Ah non, moi j'ai pas eu la ref. Avec l'ours? Ça m'étonnerait qu'ils connaissent Nabila en plus. Oui, parce qu'en anglais, elle dit la même chose. En anglais, elle dit la même chose. Ouais, ouais, dis ça. Ouais, oui, c'est possible. Mais des styles Nabila, ça par contre, bah, je sais pas trop à quoi tu fais référence, mais Eh mais attends, parce qu'elle dit: «Non mais allô quoi?» C'est ça, exactement? Après les traductions françaises, ça s'arrange, hein. Oui, non, justement, là, elle dit la même chose. Mmh. Voilà quoi, mais bon. Elle dit: «Non mais allô?» Ah bon? Ouais, c'est ça, ouais. non, non, elle dit pas ça, non. Non. Elle a dit: «Tu es une fille et tu as pas de shampoing». Non mais allô, quoi. Ah oui, Nabila, mais pas le parce qu'on parle bien de l'ours là dans le film, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est hilarant d'ailleurs, cette scène. Oui, cette scène est très, très, c'est assez drôle, ouais. On parlait de cette, révélation-là que finit par faire le Stonekeeper par rapport à ce que vous disiez. Le Stonekeeper ne révèle le secret à Migo uniquement parce qu'il espère que celui-ci va adhérer à cette idée de protection du village et donc finir par mentir aux autres. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, Mmh. avant de se rétracter. Donc c'est quand même très, très intéressant cette histoire de pouvoir, Oui. et de responsabilité. Et puis on peut se dire aussi, enfin, je suis en train d'y penser, mais on peut se dire aussi qu'il cherche quelque part, quelqu'un pour lui succéder et qu'il pense que Migo est le seul qui peut lui succéder parce que je veux pas dire, on n'a pas du tout parlé de son fils complètement débile. Il est énorme celui-là. Le métalleux. Attends, il est pas débile le fils, c'est ça que j'ai trouvé rigolo. Ouais, ouais. En fait, il est assez attachant parce que, il arrête pas d'être extrêmement honnête dans tout ce qu'il dit. C'est pas la brute de base, tu vois? C'est pas faux. Oui, c'est le naïf pur. Ah ouais, ouais. Il a aucun filtre. Ah aucun filtre. Ouais, il y a un peu une stigmatisation du handicap quand même, un petit peu. Mais c'est drôle, malheureusement. Dans tu penses que c'est un personnage qui aurait une pathologie normalement si c'était la même chose dans le monde réel? Bah, vu comment il est traité et tout ça, ouais. Il y a quelques petites suggestions. Mmh. Ah, j'avais pas l'impression personnellement, mais juste qu'il était bête. Mmh, Bon, parce que voilà quoi. les marginaux dans le groupe, sont pas forcément, présentés comme, parfaitement et absolument normaux au sens du validisme et de la psychophobie non plus. Je pense qu'on peut y voir quand même un certain propos aussi, qui invite justement à faire preuve de bienveillance et de compréhension, dans ce sens-là, moi, plutôt. Parce que moi, il y a un moment où quand il est recroquevillé sur lui-même, juste après que pour s'échapper, elle lui a fait un petit peu la morale en lui expliquant que son père était comme ça parce qu'il avait manqué de tendresse étant petit et ça le met un peu en PLS comme on dit et il est vraiment recroquevillé dans un coin et tout. Moi là, j'ai senti c'est là où j'ai commencé à penser à l'handicap. Avant, j'y pensais pas, mais cette scène-là m'a je me suis dit: «Il y a une petite référence», j'ai l'impression. Je j'avais pas vu ce personnage sous cet angle-là, je me suis dit. Heu, voilà, D'accord. c'est juste pour confirmer que j'ai senti aussi Mmh. ce petit truc-là, chez ce personnage. Et son père lui parle un peu comme une merde, hein. Ouais.
Il en a rien à faire de lui. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que je pense qu'il considère Migo comme étant le seul pouvant peut-être lui succéder aussi. Mais ce qui est un peu compliqué aussi, parce que Migo, il doit succéder à son père, qui est aussi pareil. Enfin, là, si on parlait du handicap, son père est aussi. Enfin, il est tout ratatiné, etc. Alors, je pense pas qu'on puisse parler de handicap non plus. Mais on imagine que la fin de sa vie va pas être super cool, à quel point il s'est baisé le corps à faire Ouais. son truc à la con, de se faire projeter sur un gong, Mais quoi. il le dit. Oui, il le dit, clairement, il le dit. À force d'avoir tapé avec ma tête sur le gong, j'ai plus les neurones qui fonctionnent correctement. Il le dit. Clairement, ouais. Il est très attachant, ce père. Hein. Il est trop mignon quand il se rend compte que le soleil se lève quand même et tout. Qui joue aussi le Lorax. Mais oui, Denis DeVito qui joue ce personnage. Ouais. Il a bien vécu sa dissonance cognitive, quand même. Particulièrement bien. C'est vrai. Je pense qu'en vrai, ce serait beaucoup plus dramatique. Et il en parle à son fils. Il est hyper important, n'empêche, en tant que personnage secondaire, parce qu'au début, c'est celui qui dit à Migo non, le dogme, c'est trop important, etc. Et quand lui commence à douter aussi, il a une phase de deuil, une vraie phase de deuil. Et ensuite, il sera l'étincelle qui fera changer d'avis son fils pour lui dire que, enfin, quand son fils se rétracte alors qu'il avait menti, il le fait pour son père, en fait, finalement, je pense, plus que pour la communauté. Dire à quel point il est important, quoi. Mm. Tout repose sur les épaules de Danny DeVito. C'est vrai. Ça repose pas où, alors? Oh non. Il est pas bien grand, Danny DeVito. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Bah oui, En fait, ça fait partie de ce personnage. il y a un côté très bienveillant dans ce film. Il y a vraiment un côté bienveillant où les méchants ne sont pas tout à fait méchants, où alternent entre méchants et gentils, et où tout le monde est un peu naïf. Et ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu disais tout à l'heure que ça te paraissait complètement absurde la règle du gong. Et c'est vrai que c'est la première réflexion que je me suis faite aussi. Dire, ok, on va créer un dogme avec des règles absurdes pour montrer à quel point c'est absurde parfois les dogmes. Et tu pourrais avoir tendance à te dire, bah non, en fait, les dogmes, ils sont pas toujours aussi absurdes, alors que des fois, si. On te montre après quand même que l'origine du dogme a une utilité, tout comme on pourrait comparer dans une religion, je sais pas, le fait de ne pas manger d'animaux avec des sabots fendus à tout hasard. Ça peut s'ancrer dans des causes réelles selon les époques, pour des raisons d'hygiène, des choses comme ça. Il y a aussi, je pense que, comme je t'ai entendu en parler, je n'avais pas réalisé avant, Gabriel, mais quand ils rajoutent tous une pierre, on l'apprend plus tard, chaque gardien rajoute sa pierre, en fait, ils échafaudent une complexité autour du dogme initial, déjà parce que ça permet de rendre le dogme plus facile, je pense peut-être à accepter comme quelque chose qui a toujours été là. Et ensuite, parce que en fait, c'est l'état de non-réponse perpétuelle et de questionnement que ça crée, et de peur, comme tu disais tout à l'heure, qui rajoute le besoin de créer des nouvelles règles. En fait, comme on commence à avoir peur de tout et qu'on n'a pas de réponse et qu'on ne peut pas aller chercher les réponses, on va inventer des réponses complètement arbitraires. Et C'est puis, il y a peut-être une bonne analyse de comment on est un dogme. Et il y a des règles qui sont intéressantes aussi, qui sont citées, qui sont presque dignes d'Orwell. Je pense notamment, à un moment, il parle de la pierre numéro 15, qui dit quand même l'ignorant est bien heureux, quoi. Ouais, il y a une phrase, enfin, il y a un petit moment que j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un dit: «Bah, alors, on n'est pas tombé des fesses du grand yak sacré?» ou c'est quoi le Bah, c'est le fils. Le fils il dit: «Bah non», il fait: «Bah, alors les fesses de qui alors?» Je pensais, mais voilà, quand on veut rester dans ses croyances, on peut rester dans ses croyances, hein, c'est pas un problème. Ouais. Ça m'avait fait gentiment sourire. C'est vrai que ce personnage est plutôt bien réussi quand même. Enfin, il fait rire tout en étant tendre, etc. Enfin, Ouais. Moi, je l'aime bien, le personnage du fils, quand même. Effectivement, il paraît comme une grande brute, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'il est. Pas du tout, à un moment, ouais. Et il y avait un autre truc dont je voulais parler, dont on n'a pas trop parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de la société des Yétis, parce que je pense que c'est ce qui paraît le plus évident aussi, mais alors, je trouve très intéressant de la mettre en comparaison, cette société des Yétis, cette société des humains aussi, parce qu'effectivement, donc les Yétis découvrent la société humaine. Et ce qui est intéressant du côté des humains, c'est quand même on est dans une société qui est en
qui est une société qui est en surplus de connaissances, on va dire, entre guillemets, enfin, je pense à vraiment entre guillemets, c'est-à-dire en fait où la connaissance n'a plus aucune valeur finalement, et où en fait on est dans une société, entre guillemets, des médias médias en très très grande généralité, c'est-à-dire surtout de l'internet, etc., où maintenant le but n'est plus vraiment de faire transmettre de la connaissance, puisque le personnage de Percy, son but à lui, c'était à la base de transmettre la connaissance, mais il se rend compte que ça marche pas, et que pour le coup maintenant son but à lui, c'est de faire du buzz. Et je trouve ça extrêmement intéressant de comparer ces deux sociétés, entre une société qui est en recherche, ou en tout cas une petite minorité est en recherche de connaissances, alors qu'on est dans une autre société, on est vraiment plutôt plus en recherche de connaissances, mais vraiment en recherche de buzz, voilà, c'est vraiment un autre fonctionnement de société, et mettre les deux, faire ce comparatif, je trouve ça assez éclairant sur aussi la perception qu'on peut avoir de notre propre société par rapport à la connaissance, sur comment elle est transmise, et comment en fait elle peut être totalement biaisée justement par des effets médiatiques qui sont faits pour attirer les vues dans un marché entre guillemets concurrentiel, si on veut parler comme les libéraux ou les capitalistes, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Non, moi je te rejoins et d'ailleurs ça me fait penser que Smallfoot, sa chanson, lui, c'est un petit peu sur la difficulté de créer du contenu, on va dire, lié à la culture générale, on va dire, voilà. Face aux vidéos virales toutes pourries, ils montent des vidéos de chats, des trucs comme ça. Des vidéos de chèvres qui crient. Parce que la chèvre qui crie, c'est quand même à la base un mème qu'ils ont complètement récupéré dans le truc, quoi. Cette chèvre, non mais c'est une horreur, c'est horrible. Elle est horrible cette chèvre. Non mais elle est creepy, hein. Moi je pense qu'un jour on pourrait écrire un creepypasta sur cette chèvre. Enfin bon bref. Donc à un moment moi je me suis demandé s'il se posait pas un petit peu, quelque part un petit peu la question de la méritocratie, quoi. Parce que moi si j'ai bien compris ce qui est raconté de l'histoire de Smallfoot, c'est qu'il avait une chaîne avant et qu'il aimait ce qu'il faisait et qu'il le faisait bien. Et puis que, le succès est parti parce que, il a commencé à y avoir beaucoup de contenu, pourri mais viral, voilà, de moins qualité, quoi. Et d'où peut-être la question de la méritocratie, quoi. Et d'en arriver à se dire: «Bon, bah, voilà, une fois, je vais faire un truc mal, voilà, je vais faire un faux yéti, mais c'est pour avoir des vues pour ensuite parler des autres animaux aux gens, quoi». Voilà, un bien pour un mal, bon. Ça va dépendre de votre école philosophique, hein. Et puis finalement, à la fin, justement, en étant avec les Yétis, en découvrant la société, en retrouvant un peu comment dire, de joie en apprenant et en découvrant, finalement, il va complètement changer aussi d'idée sur son métier, et son but va justement être plutôt d'informer autour des Yétis, même si c'est un truc qui fait du buzz, mais justement de pas faire un buzz comme il comptait le faire à la base, c'est-à-dire juste avec une vidéo ultra putassière. Et là, sur le coup, il va vraiment essayer d'informer, d'ouvrir la société. Et bon, après, on arrive finalement toujours au message de fin, qui est un message, on va dire, somme toute, assez commun et assez cliché, on va dire, dans ce genre de film, mais bon, qui est toujours utopique aussi, mais bon, qui est toujours, on va dire, le bienvenu quand on s'adresse quand même à des jeunes, c'est-à-dire la réconciliation finalement des Yétis et des humains. Il y a une petite incohérence à ce niveau-là à signaler. À aucun moment on ne saura comment Percy est sorti de prison. J'ai l'impression qu'il fait des travaux d'intérêt généraux. Tu le vois faire? Est-ce qu'on le voit dans le décor arrière? Il nettoie la boutique. Il nettoie la boutique des feux d'artifice. Moi, j'ai compris comme ça aussi. Oui, Il a l'air d'être en train Bon. de réparer tous les dégâts qui ont été faits par les Yétis. C'est vrai, alors j'ai rien dit. Bon, il y a pas d'incohérence en fait. Si, en vrai, il y a une incohérence parce que les humains savent que les Yétis existent. Enfin, et surtout, moi, c'est vrai qu'en revoyant le film, je me suis dit, ah, je crois qu'il y avait un Yéti qui traînait quelque part, genre un Yéti qui était descendu, qui était jamais remonté. En fait, c'est pas vrai du tout. Et c'est drôle parce que sur le coup, quels sont les Yétis dont les humains savent qu'ils existent? On peut imaginer que ça vient de légendes, mais voilà. Il y avait ce petit non. truc Mais qui me posait question. avant d'avoir fait le nuage autour de Oui, leur, bon, c'est ça. ils sont descendus et il y a des traces des Yétis, c'est devenu une légende chez les humains. Ils Oui. partent du Mais je principe confonds, il y a qu'à pas... une époque, ils se sont côtoyés. Oui, oui. Non, c'est parce que je repensais à la vidéo, mais c'était le Bigfoot, c'était pas le Yeti. La vidéo, il y a une vidéo du Bigfoot, mais je crois pas qu'il y ait de vidéo de Yeti. Enfin, vidéo du Bigfoot, avec les guillemets. Euh,
Dans la réalité? Oui, oui, il y a une vidéo, tu sais, tu la vidéo où tu vois le Bigfoot marcher au loin, et cetera. Enfin, c'est un montage, quoi. Enfin, c'est pas Oui. un Oui. montage, c'est un mec qui est Un costume, oui. dans un costume, quoi. Mais de toute façon, Mais c'est la même chose. je repensais à ça. Un Bah, Yeti, un Bigfoot, c'est la même chose. Non. Ah bon? Bah, ah non, le techniquement, non. Bigfoot, c'est aux États-Unis. Ah oui. Le Sasquatch et le Bigfoot, ouais, c'est les États-Unis. Et le Bigfoot, il est brun. Il vit dans la forêt. Mmh. Alors que là, ils utilisent tous les mots, mais volontairement pour fusionner les mythes, Oui. justement, autour de ça, quoi. Et le Yeti, c'est celui qui a des Tintins. Si on prend le Yeti et le Bigfoot, essentiellement, il y a un blanc et un marron, quoi. Et un qui vit dans la neige, un qui vit Ouais. dans la forêt. C'est comme les ours. Voilà. J'ai retrouvé ce que je voulais dire sur la bienveillance, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une attention particulière qu'ils ont portée. Il y a aucun personnage qui se fait vraiment mal. Quand il tombe, c'est un peu comme un matelas et tout ça. L'hélicoptère, quand il est détruit, tout le monde survit. Il se détruit d'une façon où on voit qu'il y a vraiment pas de heurts. Les balles qui sont tirées sont des balles qui ne tuent pas. À chaque fois qu'il y a un conflit, c'est toujours des conflits où le ton ne monte pas spécialement très haut. C'est vraiment un film de bisounours, mais bien fait. Je trouve que c'est bien fait. Bah, c'est un film pour vraiment petits enfants, on va dire, entre guillemets, qui est visible vraiment par tous les publics. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un film d'animation avec un peu plus d'enjeux, on va dire, dans les problématiques, ce qui aurait été un tout petit peu, avec rajouter un petit peu de piment, un poil plus excitant, et ça aurait peut-être été moins facilement visible par vraiment du jeune public, pour le coup. Je me suis demandé beaucoup comment ils allaient descendre. En fait, la solution était très simple. Ils sautent et puis c'est du caoutchouc. Ça marche aussi, hein, tu me diras. Et c'est pour ça que le côté cartoonesque existe au début aussi, je Oui. pense, pour pouvoir ajouter Ouais. quelques facilités scénaristiques. Et puis c'est bienvenu et ça marche bien parce que ils sont dans l'esprit. Sur les autres films qu'ils ont fait, c'est un peu aussi comme ça pour les réalisateurs. Et ça fonctionne. Et puis ça permet justement de relâcher l'intensité cartoonesque pour la remplacer par une intensité dramatique, quoi. Voilà. Mais il y a un petit clin d'œil à ça en post-générique, justement, genre je m'étais pas cassé une dent. Pourquoi j'ai plus de Ah dents? oui, tout à fait. C'est vrai. Comme si vraiment c'était totalement anecdotique que le mec ait perdu une dent. C'est ça. Bah, vous perdez pas des dents tous les jours, vous? Y a que Quand je moi. rêve, des fois, c'est pas très agréable. Ouais. Est-ce que tu serais croisé avec un requin si c'est faux? Non, avec Nessie. Ah. Non, parce que les requins, au moins, on est sûr que leurs dents repoussent. Nessie, je sais pas, j'ai pas fait l'expérience, mais. J'ai une petite théorie. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez forcément remarqué l'espèce d'énorme machinerie pour créer le gigantesque nuage, du coup, brouillard qui entoure la montagne, voire la chaîne de montagnes entière, qui permet d'expliquer qu'on connaîtrait toujours pas le Yeti jusqu'à nos jours. Et clairement, ça redonne foi en la cryptozoologie. Tu as très, très, très envie d'y croire. Mais quand tu vois cette machinerie et tu te dis, ah, est-ce que en fait, technologiquement, aussi bien que philosophiquement, ils n'auraient pas régressé? Est-ce que cette civilisation qui est soi-disant parfaite et qui est bien heureuse dans l'ignorance, elle ne serait pas passée d'un âge industriel ou pré-industriel à un âge de pierre ou de glace, ou les deux? Oui, c'est un truc envisageable. Ouais, mais- Et en plus, je rajoutais un truc, c'est qu'on n'a que le point de vue des Yétis là-dessus. Et on n'a pas du tout le point de vue des humains, pour le coup. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous force finalement à croire ce qu'ils nous racontent parce que ça peut être une légende qui est transmise de génération en génération et qui a été énormément modifiée. Ça peut être complètement modifié par le point de vue des Yétis sur les humains. C'est peut-être eux qui ont commencé à agresser, etc. Enfin voilà, finalement là-dessus, on peut se poser aussi pas mal de questions sur cette histoire parce que on a qu'un seul point de vue finalement. Ouais, puis il y a la question qui est très très bien posée, hein. J'adore ce film pour ça parce que des fois il y a des petits moments comme ça, tout subtils. Quand le père dit: «Mais si je suis pas sonneur de gong, je suis quoi?» Et ça, moi, ça fait écho à mon expérience personnelle en tant qu'ex-croyante tenante de plein de choses différentes.
c'est que la question se pose. Si j'arrête de croire en tous ces bullshit-là, est-ce que je vais encore être la même personne? Est-ce que si je décolère et que j'arrête d'agresser les gens sur, les réseaux sociaux, je vais quand même continuer à être activiste et à défendre les valeurs que je défends? Tu vois? Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il avait quand même vachement bien résolu sa dissonance cognitive. Parce qu'à mon avis, une vraie personne qui a voué sa vie à un truc comme ça, il la résout pas en 2 secondes. C'est le vrai truc de science-fiction du film. Ouais, il passe par une vraie phase de deuil, de déconstruction. Il y a un ovni. Il y a un ovni? Comment ça, il y a un ovni? Dans le film? Non, vous avez pas l'impression à un moment quand j'ai encore oublié son prénom, au Yeti? Migo. Migo, voilà. Quand il chute à un moment, il est un peu brillant comme ça. On dirait un ovni. Enfin, moi, j'ai regardé, je me suis dit: «Ils sont forts. Ah, ils sont balèzes. Respect les gars, hein. Vous nous faites un ovni et l'ovni, c'est un Yeti». J'y ai pensé aussi. Tu y as pensé aussi? Quand on le voit de très loin, on voit une tache blanche descendre comme ça là. J'ai trouvé très marrant ce plan. Ouais et je me suis dit: ils sont brillants, voilà. C'est un ovni et l'ovni, c'est un Yeti». Ouais, bravo les gars. Je crois que ça, c'est ce qu'on peut vraiment appeler de l'humour sceptique, parce que ça va faire marrer que les sceptiques, ce genre de truc. C'est de mélanger finalement les théories entre elles, c'est de dire Yeti extraterrestre, enfin tu vois, extraterrestre, complot, Illuminati, reptilien. Enfin, quand tu mélanges tout ça, tu fais de l'humour sceptique en fait. Ouais. Ouais, Mais peut-être c'est nous qui extrapolons, mais en tout cas, j'ai vécu la même chose. J'ai pensé la même chose quand je l'ai vu. Moi aussi, ouais. Ah, toi aussi, Adeline. Donc, bon, c'est Mais bon. oui, mais il y a plein de quiproquos dans le film, un peu comme ça, qui sont très, très drôles. Ah. Mais oui, il y a plein de petites subtilités comme ça. Quand ils découvrent, enfin quand la bande d'Alterno lui explique leur théorie, montre leurs preuves et tout, à un moment, elle dit ouais, mais Le regarde. parchemin de la sagesse, le parchemin de l'invisible sagesse. Oh là là, le péchu. Non, mais oh, ouais, regarde, il y a plus de Yeti ici. Et puis l'autre, et alors? Qu'est-ce que ça prouve? J'adore, tu vois, c'est tout en subtilité comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette scène là où il se retrouve justement chez les. Alors, en français, ça se dit le PEP, donc partisan de l'existence des petits pieds. En anglais, c'est comment, Adeline? C'est le SES, le Smallfoot Evidentiary Society. Et donc, elle est géniale cette scène, parce que je crois que c'est la scène dans le film qui illustre mieux justement les, entre guillemets, les méthodes sceptiques, etc. Si, disons, il y avait une scène à projeter en cours, etc., ce serait cette scène-là. Je trouve qu'elle est vraiment géniale par rapport à ça, pour expliquer vraiment le cheminement de pensée qu'ils ont sur où est-ce qu'ils existent, les petits pieds. Et puis en fait, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais imaginé, qu'ils pouvaient être en dessous les nuages. Ils avaient pensé au-dessus des nuages, ils avaient pensé ailleurs dans la montagne. Ils n'avaient jamais imaginé que ça pouvait être en dessous de la montagne. Et c'est drôle parce que c'est un truc que nous, avec notre regard, on se dit, mais non, mais c'est évident. Mais en fait, pour eux, ça ne l'est pas du tout. Je trouve ça assez génial sur cette espèce, entre guillemets, d'ouverture culturelle, de déplacer un peu ce regard, sur se dire que dans leur culture, c'est même pas imaginable qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous des nuages, quoi. Oui, C'est clair. en parlant de référence d'ailleurs, hein, petite référence dans leur cosmogonie aux annales du disque monde, puisque leur monde est censé être porté par 4 éléphants, voilà, 4 mammouths. Mais à la base, c'est indien, je crois. C'est même pas les annales du disque monde ont repris une croyance indienne, je crois. Ah ben ça pourrait être népalais ou tibétain aussi, quelque chose comme ça. Oui, si ça se trouve, c'est même c'est une double En référence. Inde, oui. Ouais, En Inde, c'est ça. c'est en Inde, d'accord. Et le nom de leur société, moi, ça me fait penser à la Flat Earth Society. Ouais, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Il y a un deuxième nom en anglais. Elle en propose 2, mais j'arrive plus à me souvenir du deuxième. Tu te souviens, Adeline? Oui, Il est assez marrant. c'est le petit chelou complètement barré qui est trop drôle qui dit Smallfoot exists sucker. Un truc dans le style. Ouais. Un truc comme ça. C'est Dorgel, je crois. C'est Dorgel qui s'appelle. Dorgel, ouais. Ah, son nom est pas le même en anglais, lui, du coup. Je crois qu'il s'appelle Fleet, quelque chose comme ça en anglais. C'est un des seuls Ouais. personnages où j'ai trouvé que son rôle était seulement d'être une caution comique, un peu comme le fils du chef qui a quand même un peu un petit rôle, et la chèvre, bien sûr. Mais Je trouve qu'à l'inverse des 3 autres de la société, c'est celui qui ressemble le plus à un complotiste, c'est celui qui s'intéresse le moins aux preuves. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, Ouais. c'est celui qui s'intéresse le moins aux preuves, à l'existence des choses. C'est celui qui est le moins prêt en fait, à essayer de découvrir. Par contre, qui est absolument certain des choses. Alors que les 3 autres,
Alors donc il y a Gwangi, donc celui qui est assez fort et violet, Kolka, donc qui est leur copine, et donc Michi, donc la fille du chef. Tous les trois, ils sont vraiment dans essayer de prouver quelque chose. Il faut le prouver, il faut montrer des preuves. Et l'autre, il est vraiment, vraiment particulièrement dans la croyance, sans chercher forcément des c'est un preuves. fanatique. Oui, voilà. Il est très léger, ce personnage. Ouais, mais c'est un peu un cliché quand même que les complotistes, ils sont... Enfin, oui, si, ils sont dans des croyances, mais il y en a quand même pas mal qui cherchent aussi, hein. C'est-à-dire Bien qui sûr. lisent des études scientifiques. Là, on parlait de la Flat Earth Society. Sur Netflix, j'ai regardé un documentaire. Gabriel, tu te rappelles le nom? Behind the Curve. Behind the Curve. Ouais, voilà, j'ai regardé ça, c'était vachement bien. Ça montre très bien que voilà, c'est des gens qui sont comme nous, qui ont leur vie, qui pensent détenir une vérité importante à révéler, qui se battent pour ça. Et il y avait toute une partie sur leurs expériences scientifiques, quoi. Avec bon, le gros X, c'est que comme ça marche pas, ils recommencent jusqu'à ce que ça marche. Ça va pas, ça va pas du tout. Mais voilà, quoi. Oui. On est plus dans le cliché du parano en vérité, je pense. Enfin, Ouais. Voilà, on est plus dans le cliché. On est sur un cliché complotiste. On n'est pas sur un complotiste réel. C'est le cliché du complotiste entre guillemets à mon sens, dans la culture Ouais, populaire en tout cas. on Et est sur donc du plutôt Fox près de la, Mulder, là. ouais, voilà, de la paranoïa, etc. Et avec un sourire psychopathe en plus. Il a vraiment un sourire psychopathe celui-là. Mais il dit ma réplique préférée dans le film. C'est Migo qui essaye de descendre pour la première fois donc dans les nuages et il disparaît et lui il lui dit t'es mort, je peux récupérer toutes tes affaires. C'est un capitaliste en fait. Dorgal, c'est le nerd, hein, c'est le geek, hein, c'est le nerd. Oui, Dorgal. mais pas que, parce que c'est aussi celui envers lequel les autres ils vont manquer de bienveillance en fait quoi. Ils vont dire plusieurs fois qu'il est pathétique, ils vont le laisser à la traîne, histoire de montrer que Oui, mais au final, il saute au final, même si c'est trop tard. oui, alors il est sauvé. C'est un personnage qui est sauvé. On dit finalement, tu as fait le bon choix, tu as fait le choix de la solidarité, de l'écoute et de pas être juste le parasite du groupe en fait. Je pense que c'est un peu ça le message, c'est de dire tu peux être tenant, tu peux être croyant de ce que tu veux et ne pas être le chercheur de vérité, c'est pas grave. Par contre, il faut que dans ce cas-là, tu saches faire preuve d'écoute et que tu sois pas là juste pour toi. Oui, ce personnage dit que socialement, il a des difficultés et que c'est pas pour autant qu'il doit pas être solidaire des autres et tout. Du coup, là, pour moi, clairement, encore une fois, il introduit une notion, peut-être pas clairement de handicap, mais une notion en tout cas de problème psychologique. Et j'ai l'impression il représente un peu ça aussi, ce personnage. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez avant de passer, puisque je pense qu'on va aller doucement vers la clôture de cette émission, est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter, un dernier point à aborder peut-être, qu'on n'aurait pas abordé? Moi peut-être juste sur la place des femmes, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure et juste bon, les personnages principaux sont des mecs. Mais quand même, les femmes, on voit qu'elles sont un peu plus intelligentes parfois que les mecs, aussi bien chez les humains que les Yétis. Et j'ai même vu dans les chansons des nanas parlent justement du savoir, de la quête de vérité, tandis que la chanson des hommes, elle, c'est plus le pouvoir, le mensonge, garder les secrets, la destinée, avoir un but dans la vie, etc. Donc j'ai trouvé ça assez pas mal et ça permettait de rééquilibrer en fait la balance entre les hommes et les femmes. Oui, je partage totalement cette analyse pour le coup. Sauf que je reviens quand même sur le mammouth rose qui est pas possible. Et est-ce que je suis le seul à avoir vu le petit clin d'œil à Kung Fu Panda? Ah, à quel moment? Il y a un Ouais. petit ralenti dans la scène de l'avion, je crois que c'est dans la scène du crash d'avion. Il y a un D'accord. tout petit ralenti typique de Kung Fu Panda. Je pense que Kung Fu Panda, c'est celui qui a marqué plus les esprits avec ses ralentis assez rigolos, où le panda se fait écraser le visage ou quoi. Certaines personnes verront de quoi je parle. Il me semble que c'est un Oui. petit clin d'œil. Oui, ce qui est tout à fait possible puisque l'équipe, du coup, a aussi travaillé sur Kung Fu Panda, hein. Je pense que le réalisateur a été scénariste de Kung Fu Panda 1 et 3, si je dis pas de bêtises. Donc je me demandais si j'hallucinais ou pas parce que j'ai pas trop fait mon travail, j'ai pas vérifié. Mais finalement, cet invisible parchemin peut être aussi un clin d'œil
au Ah, mais oui, parchemin. mais complètement. Et le rôle du père aussi, hein, c'est le même rôle, quasiment, à 3 poils près. Ah, mais il fait pas de nouilles. Alors, ouais. Ouais, fait pas de nouilles, mais bon, ouais. Enfin, je trouve qu'il a le même rôle, c'est-à-dire c'est celui qui l'encourage dans son rêve et puis c'est celui qui après le ramène sur la bonne voie. Il me semble que dans le premier Kung Fu Panda, c'est quand même le papa qui relance la machine. Enfin Ouais. bon. Après, c'est classique de l'image patriarcale aussi, c'est pas. Mais j'ai vu des parallèles dans le film. Mmh. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il met dans ses nouilles. Parce que 4 films et on sait toujours pas. Hein. Alors, ils nous ont fait le coup de oui, c'est l'amour, machin. Oui, oui, c'est ça. 4 films? Il y a pas que 3 Kung Fu Panda? Je crois Il y a un 3, si. 4e qui arrive s'il est pas Ah. sorti. Ah, cool, d'accord. Ouais, ouais, J'ai ouais. revu le 3 il y Ah, a le pas 3 longtemps. était pas... le 3 était pas terrible quand même. Le 2 Le est... à mon sens, le 2 est largement au-dessus des 2 autres, mais bon, à Tu mon sens. critiques Au-dessus pas? du 1? Même au-dessus du 1? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, le 2 Ouais, pour moi, si. le 2 pour moi est un chef-d'œuvre et les Le 2 2 est autres, génial. le 1 est pas mal et le 3 il m'a vraiment déçu. Faudrait peut-être que je regarde le 2. Bon, après on n'est pas là pour parler de Kung Fu Panda. Mais j'ai pas vu Kung Fu Panda dans les créateurs, Geoffrey, j'ai peut-être pas fait gaffe. Par contre, il y a d'autres trucs que j'aimerais dire, c'est que dans la tribe des scénaristes, on a un duo, donc John Dreka et Glenn Ficarra, qui ont travaillé sur pas mal de choses ensemble, et notamment sur les castors allumés. Enfin voilà, ça me faisait marrer de reparler de ce vieux dessin animé, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, moi je me rappelle. Voilà. Et je trouve que bon, il y a un petit côté au niveau de l'humour et des personnages qui ressort un petit peu là-dedans. Et oui, voilà, Kirkpatrick, donc, qui est aussi donc, réalisateur du film, a été scénariste notamment du Géant de Fer, de H2G2 et de Arrietty, le petit monde des chapeaux-porteurs, entre autres. Donc, Tout à qui sont quand fait. même des Je films tiens à souligner H2G2. assez bons. Et l'affiche du film m'a fait penser au Géant de Fer. Je l'ai pas dit au début, tu as parlé de l'affiche. Moi, j'ai pensé ouais au Géant de Fer quelque part, ouais. Pourtant, C'est peut-être pas la même, mais j'ai pensé à ça. C'est pas, je veux pas dire qu'elle se ressemble, hein. Je veux dire qu'elle m'a interpellé de la même façon. C'est Jason Reisig qui est le co-réalisateur, qui était bien superviseur de l'animation sur Kung Fu Panda 3 et Kung Fu Panda 1, et qu'en fait les deux, hein, ils ont une longue expérience du film d'animation, et ils parlent du film d'animation comme du mythe moderne. Pour eux, il faut que ce soit des histoires qui soient simples à appréhender, mais qui racontent des choses importantes et d'actualité. Donc, il a fait les 2 plus mauvais Kung Fu Panda. D'accord. Moi, je l'aime bien, le Vivien. Mais pas comme scénariste. Non, je dis les plus mauvais. J'ai pas forcément dit qu'ils étaient mauvais. J'ai dit les plus mauvais. Je regarderai le 2 pour te faire plaisir, mais j'aime bien le 1 quand même. Ah, le 2, enfin, le 2, il a un rythme de ouf. Il est extrêmement bien écrit. Il est vraiment au-dessus de tous les autres par rapport à ça. Il a un méchant qui est extrêmement classe. Ça parle du pouvoir, ça parle de vraiment beaucoup de choses. Je trouve excellent. Et ça parle de génocide aussi. Et je trouve que à partir du moment où tu as des films pour enfants qui abordent des sujets extrêmement durs comme ça et qui arrivent à le faire sans tomber dans des gros pièges, et ce que fait Kung Fu Panda 2, je trouve que c'est assez excellent. Hein, voilà. Pour Kung Fu Panda 2. Ok. Je vous propose de passer peut-être à la fin de l'émission, à part s'il y a encore un point à aborder. Non, mais je voudrais juste donner une citation du film qui pour moi est, je pense, ma citation préférée du film. Eh ben, écoute, je te donne ton mot de la fin pour le coup. D'accord. Eh ben, Citation, si tu as envie de faire des conseils de films, etc. Vas-y. Des conseils de films? Oui, donc oui, la citation, donc c'est l'enjeu n'est pas de détruire les anciennes idées, mais d'en découvrir de nouvelles. Voilà, j'avais trouvé cette phrase beaucoup trop belle et beaucoup trop vraie. Je voudrais gentiment rappeler que la connaissance, c'est comme l'amour. Il y a tout le temps de la place, donc faut pas hésiter. Et puis je voudrais rappeler aussi, tant qu'à faire, tant qu'on est dans les beaux messages, la moralisation, les beaux messages, n'oubliez pas que il n'y a pas besoin d'éteindre les autres pour briller. La preuve en est, regardez le ciel, toutes les étoiles brillent ensemble. Voilà, bon film, je vous le conseille vraiment, il est génial. Il y a beaucoup de contenu d'esprit critique pour les adultes, quelques bouquins pour les enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en termes de vidéos, et ça, c'est un bon film pour passer un bon moment et puis commencer à aborder le sujet avec eux. Voilà. C'est parfait pour Noël. Merci, c'est un super beau mot de la fin. Et toi, je ferai un petit mot de la fin. Oui, moi je pense que la morale de l'histoire, c'est apprenons à nos futurs dirigeants que cacher des informations n'est pas une bonne idée.
Ça ressemble à une morale de journaliste, ça. Des formations professionnelles? Un petit peu. Bah, j'ai passé beaucoup de temps à chercher autour de ça pour préparer l'émission, effectivement. Et toi, Adeline, un mot de la fin sur Yeti et compagnie, enfin Smallfoot? Pas particulièrement. Je crois que tout a été dit. J'ai le droit de faire une super méga ouverture? Vas-y, fais une super méga Du ouverture. style, il y a Zendaya qui joue le personnage de Michi et c'est l'actrice de Dune, donc allez voir Dune. Oh non, non, on va pas parler de Dune parce que sinon je vais me faire des ennemis. Et toi alors, Gabriel, pour ton mot de la fin? C'est un film que je conseille. Voilà, moi j'ai moins accroché sur le côté comédie musicale, mais qui est quand même bien fait, je reconnais. C'est vraiment un titre personnel. Montrez ce film aux enfants, regardez-le vous-même. Moi j'ai passé un super bon moment. Vraiment, j'ai bien rigolé. Et oui, voilà, pas plus, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question ce soir. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui vont écouter cette émission. Merci Vivien. Et puis merci, si c'est faux, Geoffrey, puis Adeline. Merci à vous. Et donc, Merci à moi, je vais faire mon petit mot de la fin aussi. Je pense que je vais aussi finir sur une citation qui me semble aussi intéressante, donc du gardien de pierre, quand il parle à Amigo et qui lui dit « Tu serais surpris de ce qu'ils sont capables de croire ». Et je crois que ça, c'est vrai. Des fois, on peut faire avaler des choses à des populations qui sont assez incroyables. Et donc voilà, méfions-nous de tout ce qu'il nous a raconté. Gardons finalement l'esprit critique, et je pense que c'est un bon film pour justement, effectivement, discuter de ces points de vue-là, introduire la jeunesse à ça. Donc globalement, je redis tout ce qui a déjà été dit pas mal de fois. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vais remercier donc tous les auditeurs de nous avoir suivis et peut-être d'avoir écouté nos précédentes émissions. Et on en est déjà à notre 4e émission. C'est déjà pas mal, on est assez fiers de ça. Puis on espère continuer encore et de bénéficier encore de votre soutien pendant encore assez longtemps. On en serait très contents. Et donc je vais remercier aussi nos chroniqueurs. Merci Adeline d'avoir été là. Bah, merci à vous tous, merci, à bientôt. Merci Gabriel. Merci Vivien. Merci si c'est faux, et puis ta voix était parfaite. Merci à toi. Et merci à toi, Geoffrey, d'avoir été avec nous. Merci Vivien, merci à tout le monde. Et à la prochaine. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette 4e émission. Donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao! Joyeux Noël à tous! Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.